Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce numéro exceptionnel de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi et chaque vendredi matin en direct. L'émission 100% blockchain. Alors avant de commencer la vidéo, pensez évidemment à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. N'oubliez pas non plus de mettre des commentaires, que ce soit pendant le live pour poser vos questions et réagir, mais également pendant le replay pour nous soutenir et éventuellement pour nous dire quels invités vous aimeriez que je reçoive pour les prochaines émissions. Aujourd'hui, je reçois deux invités. Mon premier invité, c'est Jean-Jacques Kiskater, qui est littéralement une figure historique de la cryptographie, pionnier dans les cartes à puce, et puis surtout, vous le connaissez sans doute pour être l'un des rares à être nommé dans le white paper de Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Il est professeur émérite à l'université du CL à Louvain. Il est également connu pour ses travaux sur les preuves à divulgation nulle de connaissances, les fameux ZK Proof. Il est aussi connu pour le timestamping, précurseur de la blockchain. Et puis dans cet entretien, on va revenir évidemment sur son parcours, sur ses liens avec les origines de Bitcoin, sur le risque de quantique pour Bitcoin. On va parler aussi des dérives potentielles sur la surveillance numérique avec chat control, avec le shadow banning. Et puis il va nous partager aussi un peu sa vision de l'avenir, de la cybersécurité, des libertés numériques. Et puis, vers midi, je recevrai Irène Méoni, qui est dans la crypto depuis, pareil, au moins 5 ou 6 ans, hein, et qui a commencé surtout dans le consulting aux entreprises. Et elle viendra ici présenter son ouvrage sur Bitcoin qui s'invite dans la gestion de patrimoine, qu'elle soit professionnelle ou personnel. Donc, ça va être très intéressant de parler de ça avec elle, surtout à l'heure où on veut tout taxer, même le patrimoine professionnel. Alors, avant de commencer, je vais évidemment vous parler du partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira. Alors, qu'est-ce que c'est l'école blockchain Alira ? C'est simplement la première école blockchain de France depuis 2019. Elle a formé plus de 2500 personnes, dont moi, puisque j'ai fait ma formation de consultant blockchain. Et vous apprendrez aussi que mon invité de tout à l'heure à midi a elle aussi fait sa formation de consultante blockchain chez Alira. Alors, il propose 2 modules de parcours particuliers. Un de blockchain, soit en tant que consultant, soit en tant que développeur informatique. Et puis, ils ont aussi un parcours IA, donc là aussi, soit en tant que consultant, soit en tant que développeur, donc pour accompagner vos entreprises ou pour lancer votre propre projet sur ces révolutions technologiques que sont la blockchain et l'intelligence artificielle. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à vous connecter grâce au lien que vous trouvez en description de la vidéo en utilisant le code GRM100 et de prendre rendez-vous avec un conseiller et de vous renseigner sur votre prochaine formation. À noter que vous avez la possibilité de profiter de 4 heures de formation complètement gratuite sur la crypto et 4 heures sur l'IA. Ça vous permet d'avoir un petit avant-goût, une petite mise en bouche. Et puis, si ça vous plaît, pouvoir derrière passer sur la formation plus complète. Donc, voilà. Les formations sont évidemment certifiées par le ministère du Travail et donc elles sont éligibles aux aides typiquement de France Travail, de la région, du CPF, etc. Si bien que la formation, à la fin, elle vous coûte beaucoup moins ou voire même rien du tout. Moi, en tout cas, je sais qu'elle ne m'avait rien coûté grâce aux aides de France Travail. Voilà. J'en profite pour faire un petit coucou à tout le monde dans le chat. Évidemment, des habitués maintenant de l'émission. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ce que je vous propose, c'est qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on reçoive mon invité exceptionnel du jour, Jean-Jacques Kiskater. Salut Jean-Jacques, comment vas-tu ? Ah, alors Jean-Jacques, je ne t'entends pas. Alors, on a fait des tests. Voilà, il est remis. Voilà. Salut Jean-Jacques, comment vas-tu ? Voilà, ça va ? Ça va. Est-ce que tu m'entends bien ? Oui, il y a un léger écho, mais ça va.
Bon, déjà merci d'avoir à nouveau accepté mon invitation. Tu deviens un invité régulier dans l'émission puisque tu m'as fait le plaisir de venir 4-5 fois maintenant dans l'émission. Et à chaque fois, les retours sont dithyrambiques, de véritables masterclass de connaissances sur la technologie, la cybersécurité, l'Internet, Bitcoin, etc. Et à chaque fois, on a des nouvelles personnes qui te découvrent dans l'émission. Et donc, on va commencer, Jean-Jacques, si tu veux bien, pour ceux peut-être qui ne te connaîtraient pas. Est-ce que tu peux nous raconter de façon assez succincte, mais en même temps, c'est compliqué, j'imagine. Qu'est-ce qui t'a amené à la cryptographie, peut-être en nous parlant de Philips, les cartes à puce. Voilà, comment est-ce que tu as appréhendé la notion de cryptographie avant même de parler de Bitcoin ou de monnaie numérique, juste pour poser un petit peu le contexte pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Oui, d'accord. Oui. Par où je commence? C'est le plus difficile. Après, je sais qu'on t'arrête plus. Oui, allez, allez, je vais commencer très tôt, si tu veux bien. Voilà, ben, quand j'ai commencé la cryptographie, on peut prendre une question, ça va? Eh bien, j'ai commencé la cryptographie, je devais avoir 8 ou 9 ans. Voici ce qui se passait à l'école primaire. Ben, on voulait, dans la classe, pouvoir, comment échanger des messages et comment et ben, ben, de temps en temps, la prof, nous les confisquait et puis on trouvait ça pas trop bien, donc on a commencé à imaginer de chiffrer. Bon, alors, au début, on a employé des systèmes très donc tu imagines, j'avais 8 ans, hein, et les autres, moi j'étais le plus jeune de la classe, mais les autres, c'était à peu près la même chose. Et donc on a commencé à échanger, des messages, chiffrés, pour garder un peu la confidentialité. Après un certain temps, il s'est formé 2 groupes dans la classe et donc, on a essayé d'employer des codes différents, pour, pouvoir échanger à l'insu des autres et du prof. Et alors, moi, j'ai été chargé à l'époque de casser les codes de l'autre groupe. Et donc, ben, j'ai un petit peu regardé ça et alors j'ai découvert qu'effectivement, vu les codes très faibles qu'on utilisait, on pouvait les casser en faisant des statistiques très légères, sur les lettres les plus fréquentes, bah, donc le E par exemple, puis le S et cetera. Et donc finalement, j'ai cassé ces codes. Alors, je me souviens pas qu'on a continué les années d'après. Bon, la classe a un petit peu changé, et cetera. Mais après, bon, j'ai été dans le secondaire, et là, on est tombé sur des profs de maths un peu étonnants. Pas qu'un seul, il y en avait 2 ou 3. Et ils nous ont laissé, à certaines périodes du cours, très libres. Ou bien le prof n'était pas là, alors on était tout seul. Et comme on était la branche forte en maths du collège, ben, on a essayé d'utiliser notre temps en maths. Et finalement, on est revenu au code secret. Et là, on a imaginé, bon, et je blague vraiment pas, là, on a imaginé des codes beaucoup plus subtils, parce qu'on commençait à connaître quand même, l'arithmétique, la géométrie, et cetera. Et donc on a commencé à imaginer des codes basés sur la géométrie. Alors, j'ai pas dit qu'on a imaginé les courbes elliptiques, ce n'est pas vrai, mais on a imaginé des codes relativement subtils, et un qui était basé finalement sur ce qu'on appelle aujourd'hui, à l'époque on ne savait pas, sur la théorie des graphes, qui est un code qui a été publié bien après. Bon, j'étais pas seul, hein, on était. Et voilà. Alors, les aléas du direct, hein, bon, vous êtes habitués, hein. C'est vrai qu'avec Jean-Jacques, on sait qu'on a toujours deux, trois petits problèmes techniques de temps en temps. Mais soyez patients parce que franchement, ça vaut le coup de rester avec nous. Alors, j'espère qu'il va réussir à se connecter rapidement.
Hop, J'ai voilà. voilà, j'ai presque fini sur ce sujet-là. Mais par contre, donc mon premier boulot, j'ai été engagé au laboratoire de recherche Philips et là, on m'a un peu demandé quels étaient mes hobbies en quelque sorte et alors j'ai parlé de cryptographie. Donc j'étais juste un jeune ingénieur et c'est vrai que, à ce moment-là, ça m'intéressait à nouveau et je regardais ça. Il y avait, des bouquins de la collection Que sais-je notamment, dont, qui étaient quand même assez étonnants, parce que comment? C'était très bien fait et j'ai appris, bien après, parce que c'était pas indiqué dessus, que ça avait été écrit par le directeur du service du chiffre français, donc l'équivalent, aujourd'hui, de l'ANSSI. Donc alors, c'est peut-être intéressant de savoir ça, parce que donc, contrairement à ce qu'on croit, le mot, cryptographie est finalement était beaucoup utilisé, à toutes les périodes de la de l'histoire en France. J'ai vérifié il n'y a pas longtemps, donc il existe à la Bibliothèque, nationale, de France, heu, la possibilité d'avoir accès à tous les journaux d'époque, depuis très longtemps, depuis pratiquement l'origine des journaux, en fait et le mot cryptographie est très fréquent. Donc c'est très curieux. Donc on dit, la cryptographie, c'est un truc secret, personne, sauf les militaires et les diplomates à l'époque pouvaient l'utiliser. C'était vrai, mais on diffusait beaucoup d'idées de code, relativement élémentaires, sans dire plus. Parce Comme que, ça, les gens utilisaient des codes cassables. Parce que nous, c'est vrai que dans la culture commune, on entend et on commence à entendre parler de notions de cryptographie ou de chiffrement d'informations à l'occasion de la machine Enigma pendant la Seconde Guerre Oui, mondiale. tout à fait. Et c'est vrai que dans la culture populaire, la première fois qu'on entend parler d'un message un peu codé qu'il va falloir justement déchiffrer, c'est à cette occasion. Mais tu nous expliques qu'en vérité, c'est bien antérieur, cette recherche sur les messages, sur le chiffrement et sur le fait de crypter un message. Ouais, ouais. Et alors, bon, ce que j'ai encore découvert, tout récemment, c'est que, finalement, aux États-Unis, dans les années 30, il y a eu, dans les revues de jeux, une folie de la cryptographie. Donc il y a plein de gens qui ont publié des systèmes cryptographiques, publics, dans des revues de jeux et il y a au moins ainsi 2 comment? 2 systèmes, dont un que j'ai découvert récemment, je parle de découvert, ça veut dire lire, qui étaient très en avance sur leur temps. Ça veut dire que le chiffrement en bloc, comme on l'utilise aujourd'hui pour le DES, enfin avant et maintenant l'AES, eh bien ça a été inventé 2 fois par des amateurs. Et le dernier que j'ai trouvé, c'est un 2 ou 3 américain, est absolument étonnant parce qu'il prenait un message, il le transformait en un seul bloc et le résultat du message, heu, le chiffrement, dépendait en fait de tout le bloc plus ou moins. Et donc ça s'est passé totalement inaperçu, du moins du côté militaire et il a fallu, le retrouver, enfin c'est Delastel, un Français qui a refait ça. C'est passé inaperçu, au aussi et les gens, c'est parce que pourquoi? Parce qu'il n'a pas publié ça de façon très correcte et puis il est décédé et c'était à peu près illisible et donc ça a été redécouvert, finalement,
allez, dans les années 60, je dirais. Mais en fait, dans les années 30, Ouais. on savait déjà faire du chiffrement en C'est bloc. ça qui est. Peut-être pas très fort, mais vraiment. Non, mais c'est intéressant. Alors, je sais que dans ton parcours, tu as beaucoup travaillé dans les cartes à puces. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi dans ta formation, dans ton expertise, comment justement les cartes à puces, leur histoire, leur développement, ça a permis aussi de faire le lien entre ta passion pour la cryptographie et puis ensuite peut-être ce qu'on voit aujourd'hui en matière de développement numérique. Oui, voilà. Oui, ben, je vais expliquer ça aussi un petit peu. Voilà, il se fait que bon, ben, je suis assez âgé pour avoir assisté au début comment, du fait que la cryptographie et les cartes à puce se sont rejointes. Au départ, bon, au départ, ça veut dire quand même dans les années oui, 70, quelque chose comme ça. Les, les premières cartes à puce, bon, c'était plutôt des maquettes, évidemment. Les vraies cartes à puce ont commencé à être utilisées dans le public et de façon extrêmement restreinte vers 81. Mais donc, les premières cartes à puce n'avaient pas de cryptographie. Et puis, en 79, je crois, oui, c'est ça. Il y a eu un appel pour imaginer d'utiliser des cartes à puce pour des terminaux bancaires. Il y a eu trois sociétés qui ont été comment, sélectionnées. Et le grand miracle pour moi, c'est que Philips a été une des trois sélectionnés. Donc, ça a été extrêmement tôt. Dans mon agenda de 80, je l'ai encore, au début de l'année, donc vers le 3 janvier, il était précisé qu'il y avait une réunion avec les Français sur la carte à puce. Enfin, je ne crois pas qu'il y avait dans mon agenda carte à puce, mais on allait apprendre. Donc, j'ai appris ce que c'était une carte à puce au début janvier 80. Alors, bon, le point était le suivant, c'est que, comment, les, le gars de Philips France qui voulait répondre à l'appel d'offres donc pour les cartes à puce, bah, il s'est imaginé très vite que, bon, mais que si c'était quelque chose qui ressemblait à une carte bancaire, et à l'époque, les cartes bancaires, c'était des cartes avec une puce magnétique, eh bien, qu'il fallait quand même un petit peu sécuriser ça. Et alors, le truc absolument étonnant, c'est que le gars s'est dit, il s'appelait Monsieur Le Marchand, il s'est dit, ah, je vais mettre de la cryptographie. Alors, chez Philips, déjà à l'époque, il y avait un gros bouquin, Blue Book, et il a feuilleté pour voir qui étaient les spécialistes de cryptographie chez Philips en 1980. Enfin, 79. Enfin, bon, il a trouvé que c'était notre labo. En fait, on était les seuls. Bon, ça, c'est encore une autre histoire, mais je peux raconter ça. En fait, la cryptographie chez Philips, ça a commencé en même temps que la découverte des systèmes à clé publique par Diffie-Hellman. Donc, on était abonné à la revue dans laquelle ça a été publié, même avant. Euh, et on a lu ça, et puis moi j'ai été voir mon directeur et j'ai dit je veux faire ça. Alors il a dit ah ben c'est une bonne idée, je vais demander au conseil d'administration de Philips, et on a été désigné très très vite comme étant le centre de compétences de cryptographie, donc en 79, et que donc on pouvait y allouer des recherches. Et donc, moi, j'ai commencé à travailler là-dedans quasiment à temps plein. Ok. Euh,
Oui, on était 7 au total à l'époque, ce qui était énorme, peut-être pas à temps plein, mais c'était, la plupart, c'était des spécialistes de théorie des codes, correcteurs d'erreurs. Il y avait peut-être un jeu de mots sur le mot code, mais enfin, c'est comme ça. Alors, bon, donc moi, on a commencé, on a eu la visite des gens de Philips France pour la carte à puce. À l'époque, la carte à puce, c'était 2 puces. Tout le monde rêvait d'en avoir une monopuce, mais il fallait pouvoir la fabriquer, enfin, etc. Donc, en fait, c'était 2 puces. C'était une puce qui était un petit processeur 8 bits et l'autre, c'était de la mémoire écrivable, donc principalement de l'EPROM. Et il nous a bien expliqué ça, c'était extraordinaire. On découvrait en temps réel un objet et on a commencé à imaginer des, comment on fait de la cryptographie. Alors, on a découvert que c'était évidemment pas le chiffrement qui était utile, mais que c'était surtout l'authentification, l'identification. Et donc, on a imaginé les tout premiers protocoles sans aucune référence extérieure à ce sujet-là. On a imaginé plusieurs sortes de protocoles, des protocoles qui étaient pratiques pour les cartes à puce de l'époque. Il faut quand même savoir que les cartes à puce de l'époque, entre-temps, on était passé à la monopuce. Il faut savoir que la RAM, donc la partie active dans laquelle se font les calculs, c'était 36 octets. Aujourd'hui, si vous employez un smartphone ou un ordinateur, la RAM que vous avez, ça se mesure en gigaoctets. Ici, c'était 36 octets. Ouais. Et le disque dur, donc l'EPROM qu'on avait, c'était 2 kilooctets. 2 kilooctets, ça veut donc dire 2048 octets. Et les 48, c'était vraiment très utile. Hein. Il fallait vraiment y tenir. Bon, donc, on a imaginé des systèmes au départ très, très simples, avec une clé secrète qui était simplement un masque, en fait, mais l'idée était quand même de pouvoir la remplacer avec quelque chose de beaucoup plus solide. Et donc, les expériences, pour Philippe, ça a été fait à Caen. Donc, l'expérience a été faite. Et donc, on avait bien un, un masque pour protéger la communication et principalement le PIN code, etc. Bon, c'était pas ultra sécurisé, c'était simplement pour se faire la main. Bon, alors, entre-temps, on a commencé dans mon labo, on avait engagé quelqu'un à temps plein pour ça, c'est Chantal Couvreur, et on a donc commencé à imaginer comment employer le système à clé publique. Donc là, on est en 82, quelque chose comme ça, pour mettre ça un peu partout, dans les cartes à puce. Il y avait autre chose aussi à l'époque où on réfléchissait beaucoup, c'était les premiers, les premiers débuts de la télévision à péage, donc Canal+, etc. Il faut savoir qu'en Belgique, on a eu un appel de la radio officielle TBF à ce sujet-là, et on a imaginé et même réalisé, enfin, c'est pas moi qui ai réalisé ça, c'est la radio elle-même, des décodeurs qui étaient vraiment haut de gamme et beaucoup plus sûrs que ce qu'il y avait en France. Alors, ça, c'est vrai que tu nous Oui. avais, pardon, hein, tu nous avais raconté tout ça dans la précédente interview que tu nous avais donnée. Ah bon, Donc, d'accord, pardon, oui. non, 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 mais c'est très bien. Et en vrai, je pourrais t'écouter pendant des heures, mais comme il y a plein de sujets que je voudrais évoquer, je vais mettre dans les commentaires le lien vers la dernière interview que tu nous avais accordée. C'était il y a quelques mois de cela, dans lequel tu reviens
en détail sur tout ce parcours, les cartes à puce, la télévision, etc. Peut-être revenons dans les années 70, va débuter le mouvement cypherpunk. Là, on était arrivé dans ton parcours plutôt dans les années 80. Est-ce qu'en parallèle de tes activités professionnelles, est-ce que tu vois émerger ce mouvement né plutôt aux États-Unis qui vise à protéger la vie privée et à faire en sorte justement voilà, de ne pas dépendre d'un État qui pourrait être demain autoritaire à travers eh bien, justement le développement informatique qui donnera quelques années plus tard, évidemment, Bitcoin et le monde des crypto-monnaies. Est-ce que toi, tu l'as Oui, vu oui, émerger? oui, oui. Alors, bon, je fais le lien directement et je réponds un peu en détail à la question. Donc, chez Philips, on avait donc bien imaginé la cryptographie, etc. Puis finalement, la cryptographie est devenue, je dirais, quelque chose civil, hein, de relativement comment, connu. Le seul problème qu'il y avait, et il est de taille évidemment, c'est que plusieurs États voulaient contrôler tout. Alors, principalement les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Alors, le contrôle extrêmement fort aux États-Unis a duré jusqu'en 96 et en France jusqu'en 98. Je ne dis pas qu'il n'y a plus de contrôle après, mais là, le contrôle était très fort. Alors, ça voulait dire quoi concrètement? Je vais prendre l'exemple des États-Unis, parce que c'est là que ça, je crois que c'est là que ça a marqué. Et c'est ça qui a créé finalement le mouvement cypherpunk. C'est vraiment le contrôle des États-Unis. Donc, les États-Unis, comment, ont pratiquement interdit enfin, on va voir en détail tout de suite, c'est pas long, l'usage de la cryptographie dans plusieurs cas entre citoyens. Euh, pour les sociétés, le commerce, ça pouvait être utilisé en demandant des permissions à l'intérieur des États-Unis et à l'extérieur des États-Unis. Donc, pour prendre un exemple, communication entre l'Europe et les États-Unis, c'était pratiquement interdit. Et ça, la motivation à ce moment-là, elle est dans le contexte de guerre froide. J'imagine qu'ils utilisent. Oui, oui, mais pas seulement. D'accord, hein, mais pas seulement, euh, parce que justement, c'était un peu en contradiction avec la guerre froide. Interdire aux sociétés internationales d'utiliser la cryptographie, même en interne, c'était quand même un peu contraire au problème de guerre froide, parce que ça permettait l'espionnage. Je vais donner un exemple très précis que j'ai vécu. On a donc, on avait fait une expérience, ça doit être 86, 87, quelque chose comme ça. Comment? De communication chiffrée entre Philips Bruxelles, venant de notre laboratoire, donc, et le centre de Philips à Eindhoven, donc aux Pays-Bas. Et ça a marché. On a fait ça sur Unix. Et donc, on avait appelé le réseau Philips Unix Network, donc ça faisait pun, donc ça faisait un jeu de mots sur le mot pun, blague. Et ça a marché très longtemps. Et puis, on a eu une demande de Philips New York en disant, tiens, ben c'est bien ça, est-ce qu'on peut se connecter à vous par ce réseau chiffré? Alors, bon, les juristes ont un petit peu regardé ça, et en fait, on n'a jamais pu le faire parce que les lois l'interdisaient, qu'on employait du chiffrement trop fort. En fait, ce qui était permis, en gros, c'était d'employer des clés de 40 bits, ce qui même à l'époque était très faible. Alors bon, donc on l'a jamais fait. Donc c'est bien vrai que cela a été très très contrôlé. Alors après ça, on a été toujours dans les années 80.
on a été à l'ISO. Donc l'ISO, c'est un groupe mondial qui s'occupe de normaliser tout, les engrenages, et il y a eu un groupe qui a été formé, un groupe un petit peu à part dans la structure à l'époque, sur la cryptographie. Alors là, ça avait été divisé en plusieurs morceaux, mais il y avait quand même un groupe très précis sur le chiffrement. Et moi, j'ai fait partie dès le début de ce groupe-là. Et là, on a découvert, pas tout de suite, mais quand même, que ce groupe n'était pas bienvenu par certains gouvernements. Soyons clairs, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, et que donc il était plus ou moins saboté. Et il a été saboté de plusieurs façons différentes, de façon extraordinaire. Si je suis trop long, mais ce que je vais raconter maintenant, je crois que je l'ai encore jamais raconté. Oui, oui, non, c'est pour ça Ouais, que je ne t'interromps pas. Vas-y, vas-y. ouais, ouais, ouais. Alors bon, voilà. Alors donc, euh, on a commencé à être très très systématique. Et donc, on s'est dit, on va normaliser le DES au niveau mondial. Le DES était normalisé au niveau américain, il était contrôlé, il était interdit en France. Comment C'était assez extraordinaire d'ailleurs parce que on a eu des commandes, par exemple, Philips a eu des commandes de modems sécurisés à peu près à cette époque-là par le DES et par la gendarmerie, et on leur a dit, vous savez, vous ne pouvez pas utiliser ça. Bon, il y a un petit silence, et finalement, ils ont quand même fait la commande. Donc, la gendarmerie a utilisé en 87 des modems, peut-être un peu avant, des modems chiffrés par le DES alors qu'ils n'avaient pas la permission. Et sciemment. Enfin, bon, bref, on a, on a été à l'ISO. Alors, l'ISO, c'est un groupement mondial, international, donc ça a été un peu partout. Et finalement, on était prêt de normaliser le test. Ça veut dire que le texte était prêt, les tests pour tester les implémentations étaient prêts, et donc il y avait un texte prêt pour le vote. Alors il faut bien voir que quand on parle de mondial, les groupes de travail à l'ISO ne comptent pas tous les pays. Et comment ils comportent que ceux qui sont intéressés. Donc il y a les membres actifs dans le groupe de travail, puis il y a les observateurs, et bon, dans le cas présent, c'était une 15 à 20 personnes environ, au pays en fait. Bon, donc moi je représentais la Belgique, Louis Guillou représentait la France, et bon, etc. Alors, on a vite découvert que le représentant de la Grande-Bretagne, c'était un membre des services secrets anglais, et dont le rôle était, il était très embêté parce qu'on le connaissait d'autre part, et dont le rôle était quand même de ralentir les choses. Il était très compétent aussi. Et alors, on a découvert qu'il y avait un membre de la NSA, service secret américain sur le chiffrement, qui était là, et c'était pas n'importe qui, c'était le directeur de comment du laboratoire de mathématiques de la NSA. Alors, c'est un gars très connu, c'est Brian Morris, donc le, le voilà, ici. Oui, je suis en train de rédiger autre chose, c'est un hasard. Hein. Et donc, il a publié un bouquin très, très, très intéressant, humoristique, et dans lequel, si on sait que c'est le directeur à l'époque mathématique du laboratoire de recherche de la NSA, on comprend qu'il parle de cryptographie sans le dire. Enfin, bon, bref,
finalement, on était prêt d'adopter le DES. Et alors, il s'est passé une série d'événements absolument incroyables. Premier événement, il y a un général américain qui vient trouver le comité belge dédié à l'ISO et il demande une réunion. Alors, alors, il lui dit, vous savez, vous ne devez pas voter pour le DES. Vous savez, ça va être utilisé par les trafiquants d'armes, les trafiquants de drogue. Enfin, l'argument habituel qu'on retrouve encore aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler plus tard de scan control, etc., à cause de tous les mauvais qui pourraient utiliser le chiffrement. Eh bien, en 87, 88, donc, eh ben, les mêmes arguments ont été utilisés. C'était assez étonnant. Ouais, je ne Et, suis pas étonné. et alors, bon, ils nous ont dit, vous savez, c'est pas bien, vous ne devez pas voter pour le DES, ça va mal être utilisé. Alors, nous, on avait deux arguments. Oui, mais pourquoi c'est une norme aux États-Unis? Évidemment, le gars ne savait rien répondre. Et pourquoi vous nous interdisez à nous alors que vous l'utilisez pour vous? Et d'autre part, qu'est-ce que ça va changer c'est pas parce qu'un algorithme est normalisé qu'il est plus utilisé. Il était utilisé déjà avant. Enfin bon, bref. Et donc il y a alors le gars, c'était un général. Et c'était absolument extraordinaire. Ce général américain, il parlait le néerlandais, mais pas le français. Et donc, il a commencé à parler néerlandais pour essayer de nous avoir. Alors, pas de chance, il n'y avait que des francophones dans le groupe à l'époque. Alors, bon, donc il a dit, alors nous, on lui a dit, vous savez, on est des techniciens, on fait pas, on nous demande si c'est un bon algorithme pour l'usage, un tel usage, pour l'ISO, et on répond oui, c'est tout. Alors, il a dit, où est votre chef? Alors, le chef, on était dans le building et il a été voir le chef a dit, moi, je fais confiance à mes experts. Alors, ça devient tout à fait rigolo. Le général a dit, quel est votre chef? Alors, le chef, il a dit, ah ben, c'est le ministre du Commerce. Eh ben alors, donc le gars a été voir le ministre du Commerce. Le ministre du Commerce a dit, je fais confiance. Enfin bon. Alors, il a dit, général, qui est votre chef? Ah ben, c'est le Premier ministre. Il a été voir le Premier ministre et le Premier ministre a dit, écoutez, moi je fais confiance à mes experts et je vais même vous donner une personne indépendante qui va qui va vous éclairer sur la façon dont nous voyons les choses. Bon, donc on a résisté sans se concerter en plus, totalement. Donc on savait très bien ce qu'on voulait. Alors, ça a rendu furieux les Anglais et les Américains. Et les États-Unis ont fait quelque chose qui doit être très rare. Ils ont fait deux choses. Enfin, non, les Anglais ont fait une chose et puis les États-Unis ont fait autre chose. Les Anglais ont dit, écoutez, on va demander d'abord, avant de voter, si le DES est quelque chose de très bien et on va demander de faire une évaluation par les services secrets anglais. Et donc, ils ont envoyé une lettre au service secret anglais et les services ont dit oui, ok, on va vous répondre, mais ce n'est pas considéré comme une tâche urgente, mais on va essayer de faire. Enfin, finalement, 3 mois après, on a reçu un rapport sur le DES absolument extraordinaire. Donc, il était confidentiel en principe. Sur l'évaluation du DES par les services secrets anglais. Alors, pourquoi c'était extraordinaire? Parce qu'en fait, pendant presque 50 pages, écrites avec un anglais impeccable, eh bien, il disait presque rien. Et la conclusion était, qui n'avait rien à voir avec toute analyse mathématique qui avait été faite, écoutez, c'est dangereux d'employer la cryptographie, faites très attention, laissez ça aux militaires, etc. C'est Bon,
C'est impressionnant comme ce que tu nous racontes là est contemporain, et nous rappelle aux mots creux et aux déclarations et aux rapports, creux, de la Commission Oui, européenne, par exemple. voilà, ouais. Alors, j'ai pas tout à fait fini, donc parce que c'est une histoire à rebond et les rebonds vont nous ramener directement, comment? Au cypherpunk. Alors bon, donc on a, comment? Les États-Unis ont réagi autrement. Ils ont employé leur puissance de vote à l'ISO. Et donc, ils ont convoqué pour ça le Conseil général de l'ISO. C'est peut-être pas le bon nom, mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et ils ont demandé que l'on supprime le groupe de travail. Donc, ça, c'est la méthode un peu Trump. Ça vous dérange à l'époque, ça dérange, on supprime. Donc, ils ont effectivement supprimé le groupe et de façon radicale. Donc, ils ont demandé que toutes les archives soient détruites, que le nom ne soit pas repris dans l'histoire, etc. Bon, donc, le groupe disparaît complètement. Bon, ça ne pouvait pas durer, évidemment, ça ne pouvait pas durer. Donc, le groupe réapparaît autre part et de façon alors officielle, c'est les C27, et comment, il réapparaît de façon officielle, mais avec une mission qui était de ne pas s'occuper de chiffrement. Alors, on a eu des réunions un peu houleuses sur le sujet, puisque la lettre de mission était vous vous occupez de cryptographie, mais pas de chiffrement. Et alors, c'est moi qui ai eu l'idée qui a été appuyée par certains de mes collègues. J'ai dit écoutez, on va leur mettre un challenge qui va les mettre un peu à cuillère. Alors, voici ce que j'ai demandé. J'ai demandé si l'EXOR, donc le somme modulo 2, ce qui est utilisé donc, dans le système de Vernam pour le chiffrement, est-ce que l'EXOR était considéré en tant que tel comme un système de chiffrement et que donc on ne pouvait pas le normaliser. Alors, bon, les, on nous a dit, ben voilà, bah oui, non, l'EXOR tout seul, c'est pas vraiment un système de chiffrement parce que autrement on met tout par terre. Et alors, donc, ils ont changé de stratégie, donc la Grande-Bretagne et les États-Unis, et ils ont dit, voilà, on peut normaliser le système de chiffrement, mais uniquement sous forme d'un numéro. Ça veut dire qu'on va avoir une liste de 1, 2, 3, 4, 5. Admettons que le 1, ce soit le DES, 2, ce sera le RSA, enfin, etc. Et donc, dans les protocoles ISO, on dira j'emploie l'algorithme 1 et la description ne sera pas, ni l'approbation d'ailleurs, ne sera pas le fait de nos amis à l'ISO. Donc ça a été adopté. Donc on a fait des listes de chiffrement. Alors il y a eu même des chiffrements qui étaient cassés là-dedans qui ont été adoptés. Enfin bon, ça c'est une autre histoire. Et puis bon, on a commencé, on a eu dans ce cadre-là une proposition assez étonnante. Euh, un- Quelqu'un, un programmeur dans un petit État américain, c'est pas péjoratif, à ce que dit là, ça veut dire il était vraiment isolé et tout. Il a eu tout d'un coup une idée, on doit normaliser le RSA à l'ISO et ça doit pouvoir servir dans le monde entier, donc pour échanger les clés secrètes, etc. Bon, alors je vais vous donner le nom de la personne. C'était Philippe Zimmermann, donc c'est l'inventeur de PGP. C'est pour ça que je dis qu'il y a un rebond. Et alors là, il y a eu un débat énorme. Ben, nous comment,
donc on a un petit peu discuté. Bon, on était pour finalement. Et à l'époque, le responsable du groupe ISO qui avait été reformé était était en anglais, et il a trouvé une excuse pour ne pas accepter la proposition donc de Philippe Zimmermann. Et donc Philippe Zimmermann, suite à ça, eh ben, il s'est dit, bon, mais si c'est comme ça, moi, je vais faire ça tout seul. En fait, il l'a pas fait tout seul, ils étaient deux. J'ai été un des reviewers à l'époque du premier code de PGP, et c'était pas très, très bon. À l'époque, j'ai fait quelques remarques qui ont amélioré ça, mais je suis pas le seul. Et donc, et puis Philippe Zimmermann a commencé à avoir des ennuis. Parce qu'effectivement, il proposait un système de chiffrement qui est considéré à l'époque comme étant incassable, avec des longueurs de clés qui étaient imbuvables pour la NSA. Et donc, il a commencé à avoir des ennuis. Et sa première réaction a été de dire, oui, d'accord, mais moi, je dois gagner ma croûte, etc. Et donc, il a fait un CV. Il a été distribué ça à une conférence bien connue de cryptographie à Santa Barbara en Californie, donc qui s'appelle Crypto. Voilà, donc là, on arrive Oui, dans. oui, 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 mais tout tient ensemble, tout Ah, tient mais je dis ça, ensemble. Jean-Jacques, pour que ceux qui. Et donc, il a distribué ça. Et puis, il m'a demandé s'il ne pouvait pas être engagé chez Philips. Alors, j'ai transmis le CV de Philippe Zimmermann à Philips. Et bon, ça s'est un peu perdu dans l'administration. Finalement, ça n'a pas été accepté. Mais imaginez que Philippe Zimmermann soit accepté chez Philips. L'histoire aurait bien changé, hein. Il n'y aurait pas eu PGP. Et je ne dis pas que tout aurait changé, mais ça aurait changé quand même pas mal de choses. Et Philippe Zimmermann aurait été à ce moment-là en Europe. D'ailleurs, il était en Europe. Il a eu à un moment donné une société qui était en Belgique. Et donc, finalement, donc lui a fait PGP, a eu plein d'ennuis, et on lui a interdit d'exporter le code. Et ça, c'était quelque chose qui était déjà bien généralisé. Le code tout ce qui concernait la cryptographie, il était interdit aux Américains et aux sociétés américaines, etc., de l'exporter. Donc, ça ne pouvait pas passer la frontière. Alors, ça a été contourné plusieurs fois. Alors, je peux expliquer ça. Je raconte ça pour te montrer qu'il n'y a rien à faire. Dès qu'il y a des interdictions qui n'ont pas de sens, ça se contourne. Alors, le premier qui a contourné ça, c'est moi. Mais pas pour PGP. J'avais été visiter le MIT, et là, il y avait un gars euh, qui avait fait un code extrêmement sophistiqué pour l'époque pour factoriser les grands entiers. Donc, c'est lié à la sécurité du RSA. J'étais encore chez Philips, et ça m'intéressait très fort. Alors, le type dit, bah, je ne peux pas vous donner le code, je ne peux pas vous donner, mais, et puis il réfléchit, mais je peux vous donner le listing. Bon, donc il me donne le listing, donc c'était à peu près 100 pages, grande page à 3. Et donc je l'ai rapporté chez Philips. Et là, truc extraordinaire, on avait une dactylo qui était capable de taper, de retaper des listings informatiques. Elle ne comprenait pas les programmes, mais elle était très bonne pour ça. Et je lui ai demandé si elle était d'accord de retranscrire sous forme de fiches perforées tout le listing. Elle a dit oui, je vais faire ça peu à peu, 1 heure par jour, chose comme ça. Donc finalement, on se retrouve avec un paquet de cartes, vous imaginez. Euh, et,
et alors, bon, moi, ce que j'avais imaginé, c'est qu'il y avait quand même quelques erreurs et qu'on allait pouvoir les trouver en compilant le programme. C'est ce qu'on fait. Et alors, le truc extraordinaire, mais elle avait tenu à faire ça vraiment très, très bien, on n'a trouvé que 2 erreurs. Donc sur des je ne sais pas combien de milliers de cartes, il n'y avait que deux trous qui n'étaient pas à la bonne place. Et donc on a corrigé ça très vite et donc on a récupéré ainsi un programme, qui ne pouvait pas sous forme, de code, et il s'est passé la même chose pour PGP. Le MIT, à nouveau, s'est dit: «C'est pas possible, PGP doit pouvoir être exporté», et donc ils ont donné, cette fois-ci à d'autres Belges, c'est à Leuven, ils ont donné le listing de PGP, et là, là, je crois qu'ils ont employé, la reconnaissance de forme, et donc ils ont récupéré PGP. C'est comme ça que PGP a été, diffusé, après ça dans le monde. Voilà. Donc voilà donc PGP existe en quelque sorte à cause des interdictions, et a été diffusé à cause des interdictions, etc. Et après, Zimmermann a eu beaucoup d'ennuis. Donc il a eu des ennuis à partir de 90 environ, ça a duré quand même assez longtemps. Et en 96, la législation américaine a changé, et donc on a ouvert comment, la possibilité d'employer des codes secrets de chiffrement, en France, ce sera 2 années après. Bon, alors je continue avec l'ISO et après ce sera fini, Alors, et vous allez voir qu'on va retomber sur ses pattes. Jean-Jacques, Oui, il faut qu'on avance. On a déjà ben passé j'avance. l'heure. Maintenant, je vais parler de zero knowledge. Ok, vas-y. Voilà, alors Louis Guillot et moi, on a l'idée de faire normaliser le protocole GQ, donc Guillot-Kiscater, qu'on avait imaginé. Donc ça, c'est 88 environ, et donc on imagine de faire ça. Alors là, on a eu un nombre de, ça fait une chose, et on imagine aussi de faire normaliser un système de signature par le RSA. Donc, 2 algorithmes qui utilisent effectivement pour leur sécurité la factorisation des grands entiers. Mais figurez-vous qu'on a eu plein d'ennuis dans les 2 cas, par des Américains, et la raison était que, effectivement, vous aviez, vous employez un programme dont une partie pourrait être détournée vers le chiffrement. Donc, aussi bien GQ que les signatures. Alors, bon, et là, je tiens ça de source directe, hein. Donc, les Américains avaient demandé aux Français de, que GQ ne soit pas diffusé, mais ça n'a pas marché. Voilà. Alors, bon, mais donc on a, et le système de signature, l'américain dont j'ai parlé tout à l'heure, celui-ci, hein, il a, il m'a engueulé en disant: «Oh, on va trop lentement, on va normaliser la signature telle quelle». Moi, j'ai dit: «Non, on n'est pas prêt, c'est pas bon, il y a encore un point». Il a dit: «Non, on laisse ça comme ça». Alors bon, ben donc là, le système a été normalisé, et puis quelque temps après, on a découvert qu'il y avait une faille, et donc le schéma de signature RSA, le premier, a été viré par l'ISO. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que par après, j'ai rencontré le directeur du laboratoire RSA aux États-Unis, et il m'a dit: «Mais pourquoi est-ce que vous normalisiez ça?» Alors, je lui explique l'histoire, et alors il me dit: «Ah, en 91, nous avons failli faire la même normalisation, et on a eu une visite de l'ANSA nous disant: "Vous savez,
ne normalisez pas ça, on s'est cassé ça, et je vous montre comment. Et donc, vous vous rendez compte? Donc, il y a la NSA, 6-7 ans avant, des oui, je vois que le RSA n'est plus géré par le MIT. Oui, ça, je suis bien d'accord, mais j'ai jamais dit, que le Jean-Jacques, RSA est géré aujourd'hui. C'est faux, non, Jean-Jacques, c'est c'était une, à l'époque. c'est une blague, Oh, Jean-Jacques, que oui, c'est une et blague. donc, ça a été, la NSA savait au moins le casser 6-7 ans avant, et ils ont poussé le système pour qu'on arrive dans un trou, comme ça ils pouvaient nous éliminer. Donc voilà, donc vous voyez un peu, j'arrête là-dessus, je continue après. Donc on a, comment, la conférence crypto est a été, est encore, mais a été surtout, le centre de réunion de tous les cypherpunks. Il faut savoir ça. Donc ils ont eu le mot crypto la conférence a commencé en 81, et comment? Et la communauté, de gens, qui se sont imaginés utiliser la cryptographie pour protéger, les communautés, la vie privée, et cetera, ont ont souvent été là, et comment? Heu et donc on a rencontré, presque tout le monde là, vraiment, et il est bien possible, enfin c'est une hypothèse à moi, que, l'inventeur de Bitcoin ou les inventeurs de Bitcoin ont été, à la conférence crypto plusieurs fois. Bon, je vais donner un exemple très précis qui me fait dire ça. Euh, on a eu droit à plusieurs exposés, par exemple, d'un certain Al Finet. Donc, c'est celui qui a reçu le premier paiement de Satoshi. Euh, et figurez-vous qu'il y a eu une session, donc c'était à la Room Session, donc c'était des exposés un peu informels. Il y a eu une session absolument extraordinaire. La session était dirigée par un des deux inventeurs de la blockchain, euh, et cité 3 fois dans le papier Bitcoin, et moi, je parlais juste avant Al. Donc, on était comment, l'inventeur de la blockchain, Al Finet et moi, on s'est rencontrés plusieurs fois, à crypto. Alors, il y a eu un autre truc assez étonnant. Donc, le site, le nom de domaine crypto.com appartenait à quelqu'un de la cryptographie pendant très longtemps. Il l'utilisait pour publier son blog, etc. Et il y a moyen de retrouver encore sur archive.org, tout est encore là. Et, et puis, il a eu un jour une offre, imparable. Donc, il y a quelqu'un qui l'a proposé de racheter son site, si je me souviens bien, pour 12 millions de dollars, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas négligeable. Et oui, c'est ça, il a raison. Et comment, il avait qu'à pas m'inviter, il sait bien que je suis bavard, hein. Jean-Jacques, je t'aime. Continue. En plus, tu sais, Voilà. je Et reçois donc, il a cédé. Et donc, aujourd'hui, Jérémy, laisse parler crypto.com, Jean-Jacques. oui, voilà, c'est devenu un site de crypto-monnaie, et c'est pour ça, je crois aussi, qu'on parle tout le temps de crypto, et qu'il y a donc une confusion entre les deux, puisqu'il y a eu vase communicant entre les deux communautés. Aujourd'hui, c'est moins vrai. À la conférence crypto, il y a beaucoup moins ou pratiquement plus de cypherpunk, mais d'autre part, la communauté cypherpunk est un petit peu, je dirais, confiscatoire, c'est pour employer un grand mot.
c'est-à-dire qu'elle s'attribue plein de choses que, qui n'ont pas été vraiment inventées par elle et qu'elle a utilisées. Et donc, toute l'histoire de l'élaboration de Bitcoin est incomplète et je vais faire un exposé là-dessus dans les environs de Lille samedi prochain. Pas demain, mais dans une semaine. C'est génial. Ben oui, je t'enverrai le lien. Tu n'es pas inscrit là? Bah non, attends, j'étais pas C'est un camp de 3 jours. Je peux pas, le week-end prochain, je suis en Normandie. Ah non, t'aurais Voilà. dû. Et donc, je vais parler de ça. Vous savez, il y a même une encyclopédie de Bitcoin où on écarte plein de gens. On écrit même Zimmerman avec une faute d'orthographe et puis on croit que c'est l'histoire complète. Alors vous allez me dire pourquoi moi je ne l'ai pas écrite. Mais moi je l'ai écrite, mais malheureusement les moyens de diffusion et éventuellement de copyright font que ce n'est pas autant diffusé qu'on voudrait. Voilà. Voilà. Donc, j'ai un petit peu répondu longuement à ta question, mais j'ai Non. quand même fait quelques excursus qui montrent que le lien entre PGP, le cypherpunk, la conférence crypto, la crypto, les services secrets qui sont intervenus, et voilà. Non, mais c'est passionnant. Alors, comment tu as réagi quand tu as découvert que tes travaux, justement, et ceux de ton collaborateur avaient été nommés, cités dans le white paper de Satoshi Nakamoto? Est-ce que tu as été surprise, que tu as été flatté? Est-ce qu'aujourd'hui, on t'en parle tout le temps, d'ailleurs? Est-ce que ça t'énerve pas un peu, d'ailleurs, qu'on te ramène Oui. toujours à ça? Ouais, Ça, voilà. J'ai été très surpris qu'on soit repris. Et puis, en réfléchissant après, je me dis, mais non, pas du tout. Dans la mesure où Bitcoin utilise des blockchains, euh, enfin une blockchain, qui n'appelle pas d'ailleurs blockchain, parce que là aussi, il faut savoir, je fais une petite parenthèse, qu'il s'est passé un phénomène très étonnant. Donc, pourquoi on est cité? Parce qu'on a eu un projet en 96 payé par le gouvernement belge pour faire pour mettre de façon sécurisée le temps sur Internet. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle le NTP, donc c'est un protocole qui permet de demander le temps à distance. Il existe toujours d'ailleurs, est toujours utilisé. Et nous, donc, on avait imaginé de le faire sur Internet. Alors, en fait, l'histoire est un petit peu plus longue, je ne vais pas être trop long. Vers la fermeture de Philips, on nous a demandé, et c'est un changement radical dont on ne peut pas imaginer aujourd'hui l'impact, on nous a demandé d'être imaginatif pour éventuellement pouvoir revendre notre laboratoire. Et donc, on a réfléchi dans notre domaine, les communications et la sécurité des communications. Et puis, on s'est dit, oh, oui, mais on parle tout le temps de nombres aléatoires, on parle de binaires, mais en fait, le futur, ça va être les fichiers structurés. Alors, fichiers structurés, c'est quoi? C'est le son, c'est l'image, c'est les vidéos. Donc, on a des octets bien précis avec des pixels, etc. Et donc, c'est ce qu'on appelait du binaire au multimédia. Et donc le mot à l'époque, quand on l'utilisait, donc c'est 90 environ, quand on l'utilisait le mot multimédia, il n'y a personne qui savait ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, c'est devenu presque un mot démodé. Ah bon. Alors, bon, donc voilà, donc on a réfléchi et on s'est dit, on va faire une translation de tout ce qui existe dans le monde analogique vers le monde numérique, mais pour la sécurité.
Alors, on a réfléchi, il y a des choses qui étaient simples. La signature, c'était déjà fait, mais on a amélioré. On a imaginé le watermarking. On a écrit le premier papier sur le watermarking. Et je suis propriétaire du site watermarking.com, ce qui est quand même bien la preuve, en partie en tout cas, qu'on y a pensé très tôt. On a Et puis on s'est attaqué au problème du temps. Et là, je rejoins très très vite Bitcoin. Alors, le problème du temps, ben, ce qui compte dans le temps, en grande partie, pour beaucoup de cas, c'est pas la précision, c'est utile aussi, bien sûr, mais ce qui est utile, c'est le déroulement, l'ordre dans lequel ça se passe. Alors, dès qu'on avait compris ça, on s'est dit quels sont ceux que ça intéresse. Alors, on a découvert deux trucs. Donc, ce dont je parle, c'est 90. Hein. On a découvert les notaires et on a découvert les bureaux de brevets. Le bureau de brevet, c'est très important. Quand vous déposez un brevet, ben, il est important de noter la date et l'heure. Bon, il y a des exemples bien connus et anciens. L'invention du téléphone, il y a eu deux brevets le même jour. Et le deuxième brevet qui est arrivé après, ben, plus personne n'en entend parler. Il n'y a pas eu de fraude. Moi-même, j'ai eu le même cas en France où il y a eu deux brevets quasi identiques qui ont été déposés le même jour en France par des personnes différentes. Enfin, bon, je passe les détails. Voilà, donc ça existe. Donc là, on s'est dit, là, c'est compliqué, ça ne va pas être tout de suite. Et donc, on a contacté les notaires et on a découvert que les notaires utilisaient déjà des communications entre eux par modem. Bon, Internet n'existait pas encore. Enfin bon, il y avait bien il y avait des réseaux. Hein, à l'époque, il y en avait même beaucoup, mais on ne parlait pas encore d'Internet et encore, enfin peut-être un petit peu, et encore moins du web. Bon, donc on va voir les notaires de Bruxelles, et ils se disent voici ce que nous on imaginerait, c'est que on a le centre notarial à Bruxelles et tous les notaires de la région se connectent à ce centre et envoient signer le fichier dont tu es témoin, et ce qui permet, et on note l'heure, ce qui va permettre de connaître l'ordre et bon, le centre notarial sera le tiers parti de confiance des notaires. Donc, on imagine ça, et l'idée était la suivante. Le notaire avait un fichier binaire, faisait la signature par RSA. À l'époque, il y avait que ça. Hein. Le RSA, bon, mais pour signer, on ne peut pas signer le fichier, c'est beaucoup trop compliqué et trop lourd, donc on signait le H, et donc ce qu'on envoyait, c'était le H et la signature. Le centre notarial recevait le H et la signature, hachait lui-même l'ensemble et le signait. Donc il y avait deux H et deux signatures. Et puis, on les mettait dans l'ordre, et pour pouvoir contrôler l'ordre dans lequel d'apparition, eh bien, on hachait en plus du côté notarial le H précédent. Ça ressemble assez fort, mais pas tout à fait, au blockchain, parce que les blockchains n'utilisent pas la signature pour cela. Ils n'ont pas rien que le H. Et puis un jour, en discutant, je vois, en fait,
c'est en fait l'idée de Merkel. On n'a pas besoin de signer, il suffit d'employer le H et en tout cas le notaire et en faisant ça bien, et là donc on retrouve en gros la blockchain utilisée par Bitcoin. Bon, il y a bon, mais malheureusement à l'époque le laboratoire ferme. Je vais à la conférence crypto et là effectivement il y a un papier qui est présenté sur ce sujet-là, bien mieux structuré. Il y a deux versions d'ailleurs et comment c'est profité, enfin tout. Donc, je discute avec le gars qui a fait ça. Dans la même session, je présentais la puce RSA et Alfinet était dans la salle. Comme ça, on sait tout. Voilà. Alors, bon, d'accord, donc on a. Et après, moi l'idée est restée et il y a eu l'occasion, par un appel d'offres, pour faire un projet qui s'appelait TimeSec, sécurité du temps. Et donc, nous avons repris ça. Et donc, on nous a demandé d'avoir un consultant. Et donc, on a demandé pour pouvoir avoir, et ça a été accepté. Et il a accepté Stuart Haber, dont je prononce le nom, mais non, mais c'était bien lui, qui est cité 3 fois dans le papier de Bitcoin. Donc, on est en 96. Et donc, on imagine d'implémenter la blockchain en employant l'arbre de Merkle, etc., qui est cité dans le brevet de Haber et c'est en état. Et on fait tout ça. On a les moyens de payer deux doctorants. Donc, il y a eu un est tombé malade, malheureusement, et l'autre a terminé son doctorat. Et lui est cité aussi, Henri Macias, dans le papier de Bitcoin. Et donc, on a implémenté ça. On a mis 2 serveurs, un à Leuven et l'autre à Louvain-la-Neuve. Et c'est la première implémentation mondiale de blockchain dans le monde. Parce que la société de Stuart Haber reste en état, qui existait, elle existe toujours d'ailleurs, elle s'appelle surti.com. Elle utilisait les journaux. H était publié dans les petites annonces du New York Times une fois par semaine. Et donc, nous, on a transposé ça, amélioré ça, rendu ça beaucoup plus solide, avec des idées. On n'employait pas une fonction de H, mais on en employait 2, au cas où une des fonctions de H était cassée, et ben on avait encore la seconde, et puis on pouvait remplacer la première. Ça aurait été d'ailleurs une bonne idée pour la blockchain Bitcoin, parce que ça aurait pu sans doute simplifier le fait que maintenant, on va devoir passer à la cryptographie post-quantique. Et alors, bon, les fonctions de hachage, ce n'est pas dramatique. Il faut simplement doubler, en gros, du moins, si on croit tout ce qui est publié, et j'y crois. Mais ça va quand même demander pas mal d'efforts, surtout quand on voit simplement que pour changer l'algorithme de signature et passer de DCSA à Schnorr, il a fallu je ne sais pas combien d'années, enfin, etc. Donc, on devine que ça ne va pas être tout simple. Et en fait, il y avait déjà une idée dans notre papier de 98. Voilà. Donc, voilà. Alors, donc, j'ai introduit subtilement le fait de la crypto post-quantique. Et oui, parce que. Oui. Non, non, ça nous permet de passer à une partie dont je voulais parler avec toi. Ces dernières semaines, ces derniers mois, on a vu des mouvements inhabituels de très gros portefeuilles de Bitcoin
se Oui, déplacer. Certains ont envisagé que peut-être le format des précédents wallets étant beaucoup moins sécurisés que ceux d'aujourd'hui, avait pu éventuellement être exploité. oui, 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 Et oui, puis, oui, ça oui, oui. a donné lieu par la suite à une grande discussion sur justement le quantique. On a Vitalik Buterin qui nous dit que d'ici 2030, il y aurait, je ne sais plus si c'est 20 ou 30% de chances que le quantique pouvait casser les clés cryptographiques de Bitcoin. Certains parlent de 2040, 2050. Qu'est-ce que toi t'en penses de ce risque quantique pour Bitcoin? Oui, je vais te répondre. Mais je vais d'abord faire une remarque courte parce que j'ai préparé un tout petit peu sur le transfert des dizaines de milliers de bitcoins. Donc, il y a eu une espèce d'alerte, effectivement, où les gens se sont dit, il semblerait que ça, qu'il y a un problème, qu'il y a un groupe qui a réussi à casser euh, une version très ancienne de protocole de Bitcoin qui a été utilisé, qui n'est plus normalement utilisé aujourd'hui. Et donc, voilà, peut-être bien. Alors, bon, en fait, il y a eu d'abord un papier par qui s'appelait TUX, T-U-X, On l'avait qui a reçu élaboré plein de choses, avec et le papier a disparu depuis lors. Hein. absolument. Donc, mais il a été sauvé. Hein. Comment en fait, en fait il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. On peut se demander un peu pourquoi, mais je crois qu'en gros, il y a une explication simple, simple. Donc, il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, moi j'ai autant de dizaines de milliers de bitcoins, ben, je vais me les comment transférer d'abord de façon plus sécurisée et éventuellement les transformer en fiat. Bon, euh, ça s'est passé. Alors bon, quand on commence à manipuler des sommes de ce genre-là, bon, il faut quand même bien voir que 10 000 bitcoins aujourd'hui, c'est un peu plus qu'un milliard de dollars hein, ou d'euros. Et donc, ben, on fait attention. Donc, euh, le propriétaire, sans doute conseillé par quelqu'un, a, a d'abord essayé de toucher tous ces portefeuilles. Il y a un moyen pour ça sur Bitcoin, pour voir s'ils étaient encore bien vivants. La réponse est oui, mais enfin, c'est vrai que quand on commence à toucher à des milliards, on prend certaines précautions. Voilà, donc il a fait ça. Il a un peu, comment, brouillé les pistes, peut-être parce qu'il hésitait quoi faire. Et peut-être bien qu'il y a eu un pirate qui était intervenu, mais qui était extérieur et qui n'a rien su faire, en ayant vu ça peut-être avant tout le monde. Et donc, il a fait, le propriétaire a fait un test pour voir qu'il savait bien transférer. Et il a transféré. Alors, bon, maintenant, je reviens sur le bruit de cassage de protocole. Il faut bien voir qu'à l'époque, le protocole était assez gênant parce que quelqu'un qui devinait la clé secrète de quelqu'un d'autre pouvait facilement vérifier que cette clé secrète était la bonne. En plus de ça, à l'époque, on employait des générateurs aléatoires de nombres aléatoires qui n'étaient pas très bons, enfin dans certains cas, ou qui étaient manipulés pour des raisons qu'on peut connaître et comprendre. Et donc, euh, deviner, euh, deviner et en faisant une recherche presque exhaustive et tester si c'est la bonne hypothèse était quelque chose de faisable. Je n'ai pas dit facile, mais faisable. Et donc, ça a mis en évidence ce point-là. Et donc, il faudrait bien conseiller à tout le monde qui a encore des vieux comptes sur ce format-là
d'essayer de les transférer sur le nouveau format qui est beaucoup plus sûr, qui ne permet pas de faire cette vérification simplement, etc. Et donc, bon, voilà. Donc, il est possible, et pas certain, mais possible, que d'autres comptes ont été piratés et que personne n'en a jamais entendu parler. Et il est bien possible que les gens qui ont été piratés ne le savent pas et qui risquent même d'avoir une mauvaise surprise tout d'un coup. Et il est possible aussi que le gars qui a fait le transfert a eu un doute en se disant parce qu'on lui a appris que ce genre d'attaque était possible. Bon, voilà, ça c'est un premier point. Ça a mis aussi en évidence qu'il y a l'apparition possible, probable de certains des ordinateurs quantiques. Alors, il faut bien être clair, les ordinateurs quantiques, ça existe. Aujourd'hui, on peut les utiliser et même gratuitement. Et est-ce que c'est utile? Oui, mais je dirais aujourd'hui encore assez marginalement. Et plusieurs démonstrations qui ont été faites sont assez erronées. Les Chinois ont fait plusieurs démonstrations qui étaient assez curieuses. Un article prétendait avoir factorisé des nombres de 2048 bits, alors qu'en fait, ils avaient factorisé des tout petits nombres en employant un algorithme, l'algorithme de Shor, encore lui, qui n'est pas du tout prouvé pour ces nombres, cette dimension-là comme étant valable, pouvant casser les nombres. Donc, il y a eu plusieurs articles comme ça, il y a eu beaucoup de rumeurs. Alors, les ordinateurs quantiques, bon, ben, l'idée, elle existe depuis plus de 40 ans. Il y a des réalisations. Et enfin, moi, j'ai une belle collection de projets avec des dates et des projections. Et même des grands. Hein. Vous allez sur le site web de IBM et puis vous essayez de récupérer les pages des années précédentes, ou vous allez chez Google et ainsi de suite, et vous découvrez que il y a une évolution, mais elle est très lente, et que chaque fois, ils décalent d'un an ou deux leur projet. Alors, donc, le problème qu'il y a, c'est que les ordinateurs quantiques, c'est plus ou moins, peut-être qu'on n'aime pas le terme, mais c'est quand même des algorithmes qui sont quand même de type probabiliste. Et le résultat est que c'est pas toujours bon, donc vous devez recommencer. Et puis finalement, bon, heureusement, c'est facile à vérifier si c'est le bon résultat, en tout cas de la factorisation. Et donc, on a des projections. Alors, les projections reculent de plus en plus. Il y a des gens qui avaient prédit en 90 que les ordinateurs quantiques casseraient tout en 2000. On est en 2025 et on n'est pas encore là. Bon, maintenant, il faut prendre des précautions. Je ne dis pas ça. Alors, je dois avouer personnellement que j'oscille. Il y a des jours où je me dis, oui, ça doit marcher. Des jours où je me dis, ça ne doit pas marcher. En fait, ça marche, mais ça ne marchera pas, sans doute, si facilement que ça et si vite que ça pour factoriser des demandes de 2048 bits, sans compter que la NSA a dit que 2048 bits, c'était obsolète et qu'il fallait employer 3000. Donc, alors, et là, ça change déjà tout. Hein. Il faut bien voir que c'est pas linéaire. Hein. Pour l'algorithme de Shor, c'est en cube, et c'est en cube dans toutes les ressources. Il n'y a pas que le temps, mais il y a aussi l'espace, il y a le nombre de puces, etc. Donc tout est en cube. Donc c'est pas nécessairement tout à fait évident. Alors il y a des gens aussi qui ont fait des évaluations de ce que serait aujourd'hui un ordinateur quantique si on parvenait à résoudre tous les problèmes. Certains disent que c'est des problèmes de technologie, d'ingénieurs, etc. C'est pas certain, parce que comme on n'a pas testé en vraie grandeur, il y a peut-être des effets qu'on n'a pas vus. Bon, eh bien, figurez-vous,
on imagine aujourd'hui, mes chiffres ne sont peut-être pas tout à fait à jour, mais l'article le plus récent, il n'a pas encore été publié dans une bonne revue. On imagine qu'un ordinateur quantique, c'est environ 1 hectare. Alors, les puces sont toutes petites, mais le problème, c'est qu'il faut refroidir tout, il faut avoir le vide, il faut, comment? Il y a du pré-calcul, il y a du post-calcul, il faut, etc. Donc, 1 hectare, bon, 1 hectare, c'est quand même pas mal. Et le calcul, pour factoriser un nombre de 2048 bits, ce serait entre 1 heure et 1 semaine, enfin, suivant les hypothèses sur la correction. Et aujourd'hui, on en est vraiment très loin. Il faut savoir que dans le domaine journalistique et même technique, il y a une confusion énorme entre ce que c'est un qubit physique et un qubit logique. Qubit physique, c'est ce que vous réalisez réellement en hardware. Qubit logique, c'est ce que vous réalisez réellement en logiciel et qui tourne. Alors, le rapport entre les deux, c'est 1 à 10, 1 à 1000 et peut-être plus. Et donc, quand quelqu'un vous dit « Ah, j'ai réalisé une puce avec 1000 qubits physiques », vous pouvez vous dire « Ah, il y a peut-être un seul qubit logique ». C'est un peu pessimiste ce que je dis là, et je le reconnais, mais ça dépend des technologies. Donc, on en est encore assez loin. Alors, ça, c'est tellement vrai. Enfin, bon, on peut discuter. Donc, normalement, la présidence américaine, donc sur Biden, avait fait une feuille de route pour la technologie et les remplacements des algorithmes post-quantiques. Alors, bon, le problème, bon, Biden a été remplacé par Trump et ils ont d'abord viré toutes les pages de l'ancien président. Alors maintenant, ils ont été remplacés et même s'il y a toujours la stratégie de passer aux algorithmes post-quantiques, le planning est beaucoup plus est reporté en partie. Il est donc beaucoup moins fort. Le planning de l'ancien président publié donc sur le site web de la Maison Blanche était vraiment très serré, et donc maintenant il a été desserré et avec des options qui font que ça sera peut-être encore retardé. Bon, alors, je n'ai pas dit que c'est Trump qui a eu l'idée, mais c'est lui quand même qui a signé ça et qui l'a appuyé, en disant sans doute à ses consultants de ne pas nuire trop à l'industrie américaine et à l'administration américaine qui aurait dû changer à beaucoup trop de choses trop vite. Parce qu'il faut se rendre compte que le changement est énorme. Donc aujourd'hui, on emploie pour les fonctions de hachage chat. Alors là, ce n'est pas un problème. Pour passer au post-quantique, il suffit de passer au modèle suivant, donc celui qui a une sortie 2 fois plus longue. Donc ça, ce n'est pas énorme. Le chiffrement à clé secrète, donc AES, c'est la même chose. On double la longueur des clés et c'est prévu. Donc, mais enfin, c'est pas rien parce qu'il y a plein de protocoles où c'est pas prévu qu'on puisse doubler les paramètres. Il y en a où c'est vraiment très gênant. Et là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est pour l'échange et la distribution de clés et la signature. Et c'est là qu'effectivement Bitcoin est le plus concerné. Donc, et l'utilisateur, celui qui va faire les transferts et signer pour dire c'est à moi. Alors bon, voilà, donc on a c'est pas un dilemme, il faudra y passer.
Alors, le dilemme, est-ce qu'on va passer à une méthode hybride ou pas? Donc, ça veut dire l'ancien et le nouveau coexistant. Si on doit basculer directement de l'ancien au nouveau sans passer par l'hybride, ça ne va pas être simple non plus, parce qu'il y aura quand même des discordances malgré tout. Donc, on doit imaginer des protocoles tout à fait spéciaux. Les gens réfléchissent à ça, mais je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Bon, alors, est-ce que c'est si urgent que ça? Mais vous comprenez que tout tient si un ordinateur quantique universel existe et est capable de factoriser des grands nombres. Ça, c'est pas gênant pour Bitcoin parce que ça ne le concerne pas. Et de casser des signatures de type Schnorr, etc. Ça, oui, là, on est directement. Le problème, c'est que c'est le même algorithme. Et donc, et que les algorithmes le même algorithme de factorisation, je veux dire, et que les algorithmes de signature ont des niveaux de sécurité qui ont été ajustés. Donc, vraisemblablement, si on peut casser l'un, on peut casser l'autre avec à peu près le même ordinateur. Ouais, bon, voilà. Donc, voilà où on en est. Alors, il y a quand même des signes, comme je le disais, c'est que les nouveaux algorithmes sont moins élégants que les algorithmes actuels. Si vous implémentez correctement l'exponentielle discrète, donc m exposant e modulo n, c'est le RSA, eh bien, si vous implémentez ça correctement, eh bien, vous savez tout faire. Vous savez, en clé publique, je veux dire. Hein. Donc, vous savez faire l'échange de clés, vous savez l'utiliser pour les courbes elliptiques, etc. Par contre, malheureusement, c'est moins vrai et moins élégant avec les algorithmes proposés pour le post-quantique. Et en plus, il y a les courbes elliptiques notamment étaient très bien, avaient une empreinte assez courte, les programmes étaient assez courts, pas tout à fait, mais quand même, et rapides. Il n'y a aucun algorithme qui est de ce niveau-là. Chacun a un défaut, soit il a une clé secrète trop grande, ou une clé publique trop grande, ou ça prend du temps, ou, enfin, ou le résultat. Mais il n'y en a aucun actuellement qui ont la perfection des systèmes et l'élégance des systèmes précédents. Ce qu'ils ont pour eux, c'est effectivement la sécurité, mais quoique on peut quand même un petit peu hésiter. Lors de la première annonce ou pré-annonce des nouveaux algorithmes, il y avait 3 algorithmes qui étaient proposés comme à la normalisation. Alors, pas de chance, le premier, disons, il a été cassé une semaine avant la publication. Donc, reste 2 qui ont été publiés. Alors, bon, petit cocorico, si je puis dire, ça a été cassé par des Belges. Donc, bon, l'AES chat a été imaginé par des Belges, et on casse les algorithmes qui sont faits pour remplacer le RSA. C'est pas mal, hein? Alors, il y en a un deuxième qui a été publié, il y en a un troisième qui a été publié, pas de chance, une semaine après, le troisième est cassé, il n'en reste plus qu'un. Donc, on en avait 3 avec des rechanges, et déjà, en 2 semaines, il n'en reste plus qu'un. Bon, il survit toujours, hein, il n'y a pas de problème. Alors, il y avait eu des réserves de réserves, il y a eu un nouvel appel, et donc maintenant, on a à nouveau une certaine réserve, mais on peut quand même s'attendre à ce que ça, qu'il y en a encore l'un ou l'autre qui pète. Et lequel, ça, c'est pas facile à savoir. Et les algorithmes vraiment sérieux, c'est-à-dire finalement l'algorithme de signature basé sur les techniques de Merkle, basé donc uniquement sur les fonctions de hachage, malheureusement est un peu lourd. Et, surtout si on pense à utiliser ça dans les cartes à puce et des choses pareilles. Les cartes à puce, c'est vraiment un goulot d'étranglement pour les nouvelles techniques.
bon, on doit refaire de nouveaux coprocesseurs, on doit imaginer plus de mémoire, etc. Heureusement, les cartes à puce ont grandi, donc il y a de la place, mais bon, c'est comme les nouvelles techniques sont quand même relativement gourmandes. Et donc sont étudiées, mais ça existe déjà un petit peu, mais on est encore loin du compte d'avoir fait l'évaluation de tous les remplacements. Voilà, donc ça c'est un peu ce que je peux dire sur le sujet. Il faudra y aller, ce sera pas facile, et ça risque qu'il y ait encore quelques états d'âme pénibles parce qu'on a implémenté un algorithme qui est cassé. Ou les algorithmes, les deux algorithmes dont j'ai parlé ont été vraiment cassés. Hein. Donc c'était sur un portable comme le mien, en un week-end ou en une heure, c'est fini. Hein. Donc c'est pas du tout en disant oui, mais on discute. Parce que effectivement, je reviens là aux ordinateurs quantiques imaginés pour le futur. Je parle donc d'un hectare, comment, et un hectare et comment et un jour à une semaine ou quelque chose comme ça, ben, il faut quand même bien voir qu'il y a des milliards de clés RSA dans le monde. Donc, est-ce qu'on va dépenser une semaine pour casser, avec un ordinateur d'un hectare pour classer ma clé PGP? Je ne crois pas. Je crois pas. Ça se fera pas. Donc ça se fera éventuellement que dans une étape bien ultérieure, quand l'ordinateur quantique sera dans une petite salle, etc. Et là, il n'y a personne qui ose faire des projections. Donc il faut. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais il y a des pays qui ont des possibilités, etc. Alors je vais quand même dire quelque chose. L'ordinateur de la NSA qui se trouve à Langley, près de Washington. Il se nomme Tordella. Il fait 8 hectares. Donc, la NSA, à cet endroit-là, mais ils en ont un autre beaucoup plus grand, dans l'Utah, il serait capable de mettre 8 ordinateurs quantiques du modèle dont on parle et de casser quelques dizaines à quelques centaines de clés par semaine maximum et peut-être même moins. Donc voilà, voilà où on en est. Alors, je vois qu'on s'impatiente un petit peu pour après. Tu as encore une question? Oui, non, c'est pas que je m'impatiente, c'est que je vois que le temps file et j'aimerais aborder avec toi. Merci en tout cas vraiment pour cette vision complète, globale et nuancée sur le risque quantique. J'aimerais qu'on parle ensemble pour les 25 dernières minutes qui nous restent à peu près d'un sujet dont tu as beaucoup parlé ces derniers temps dans Oui, tes oui. tribunes, que sont justement la cybersécurité, les réseaux sociaux, la liberté d'expression et les dérives en fait de typiquement chat control, mais on pourrait parler aussi du rapport là qui vient de sortir sur TikTok et ses dérives, dans lequel la présidente de la commission n'hésite pas à citer la Chine comme un modèle dont on pourrait éventuellement s'inspirer. Là aussi, j'aimerais que tu nous donnes un petit peu ton avis. Prends ton temps sur l'évolution de cette tentative totalitaire de contrôle du numérique et de façon plutôt contemporaine, on en est où aujourd'hui et quelle est ton opinion en Europe ou peut-être même dans le monde sur ces sujets-là? Oui, donc on parle bien de scan control. Alors je vais quand même expliquer rapidement ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas ou qui n'ont pas bien compris, parce qu'il y a pas mal d'explications qui sont incomplètes ou erronées dans la presse, malheureusement, comme d'habitude. Et voilà. Donc en fait, au point de départ, c'est qu'il y a une pression énorme, et en Europe, ce sont les Anglais principalement, pour qu'il y ait dans les systèmes de chiffrement des backdoors. Des backdoors, donc c'était une porte dérobée. Alors, ce qui a été imaginé souvent au départ, c'est d'avoir une porte dérobée dans le chiffrement lui-même. Alors, est-ce que ça existe? Ben, la réponse est oui.
dans le système de chiffrement de certains GSM, il y a des portes dérobées, effectivement. Alors, la porte dérobée, elle est extraordinairement simple dans certains cas. C'est que vous avez des clés, j'invente, de 64 bits. Et puis, la porte dérobée, c'est simplement que les 24 derniers bits, eh ben, ils sont fixes. Donc, en fait, la clé réelle est de 40 bits, où il y a des trucs plus subtils, où il y a plusieurs valeurs fixes, où il y a une transformation. Et donc, la technologie des portes dérobées, elle existe, et on a pu montrer quand même que chaque fois qu'elle était présente, elle était découverte et cassée. Ça veut donc dire que finalement, c'est pas une bonne idée, parce qu'on va donner accès aux pirates et aux pays étrangers, et à ceux dont on veut se protéger, en fait, un accès, et un accès qui éventuellement ne sera pas détecté facilement. Donc, la communauté, et pas rien que nous, évidemment, scientifique de cryptographie, est largement contre ce genre d'idée de backdoor. Mais je répète, il y en a qui ont été implémentés, il y en a de très subtils, et il y a eu plein d'opérations de backdoor pour vendre des backdoors à des pays étrangers. Ça va très loin, hein. Il y a Philips, par exemple, a vendu des méthodes de chiffrement à la Turquie il y a longtemps. C'est public, hein, ce que je dis là. Enfin, c'est devenu public. Et le backdoor était extraordinaire, c'était le mode d'emploi. Donc, les machines comment, étaient les mêmes que les vrais, qui étaient incassables, pour l'époque en tout cas, mais le mode d'emploi, lui, rendait la machine vulnérable. Vous imaginez jusqu'où ça va. Il y en a plein d'autres, hein, on peut pas. Bon, donc on est contre, et donc il y a eu une grande discussion là-dessus, et bon, il faut bien voir qu'en France, par exemple, l'ANSSI était contre aussi les backdoors. Il y a vraiment aucun problème. C'est pas une bonne idée d'introduire une vulnérabilité dans les algorithmes. Alors, une autre idée a émergé, et c'est ce qu'on appelle donc le scan control. Ça veut dire que sur votre GSM, ben, quand vous avez accédé à une page web, quand vous accédez, quand vous rédigez un email, eh ben, c'est en clair, évidemment, dans la mémoire de votre smartphone, et ce n'est qu'au moment où vous le communiquez sur Internet que c'est chiffré et éventuellement signé. Donc, il y a un moment où ça se passe en clair, plutôt de communication, autrement vous ne savez pas les lire ou les taper, ça se passe en clair sur votre smartphone. Bien. Et donc, ce qui a été imaginé, eh ben, c'est de mettre un petit programme entre l'écran et l'entrée, le clavier, et la transmission sur Internet, et chiffrée sur Internet. Et dans le cas de scan control, ben, de scanner effectivement si il y a des fichiers interdits, et c'est surtout lié, bien sûr, sur la pédophilie. Bon, mais le problème qu'il y a, c'est que ce petit programme, c'est aussi un backdoor, en quelque sorte. C'est pas sur le chiffrement, mais c'est sur le backdoor, il est sur le smartphone lui-même, et il va sûrement être attaqué, il va sûrement être détourné, et en plus, il faut bien voir que, que maintenant que l'on sait ça, ceux qui envoient des images ou des textes, ils vont utiliser d'autres techniques. J'ai parlé tout à l'heure rapidement de watermarking, mais le watermarking, ça sert à quoi? Ça sert principalement actuellement pour protéger le copyright, pour dire ce fichier, cette vidéo, elle est à moi et je peux le prouver parce que j'ai mis quelque chose dedans.
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le watermarking, donc la modification de fichiers, donc ça veut dire que vous devez modifier le fichier, eh ben c'est fragile. Ça veut dire que si vous introduisez un deuxième watermarking, ou bien que vous supprimez quelques lignes, ou bien que vous modifiez quelques pixels, eh bien le watermarking, suivant les cas, va plus ou moins disparaître totalement. Donc voilà, donc on est dans un... qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va espionner tout le monde, avec fragiliser les systèmes, et les vrais coupables, pirates, etc., ben, eux, ils vont employer des techniques qui sont déjà bien élaborées, bien connues, parce que ça s'appelle la cryptanalyse, et donc voilà. Donc ça risque de compliquer un peu les choses aux pirates, on est bien d'accord, mais ça n'aura qu'un temps, et puis ça va continuer, et ça sera servi à rien. Et par contre, oui, ça aura servi à fragiliser, et on ne sera pas revenir en arrière, parce que si un pirate utilise le programme de scan control pour entrer dans votre GSM et puis dans vos réseaux, etc., ben, ce ne sera pas facile pour nettoyer. Donc on a. Alors actuellement, quel est l'état des lieux? Ben, la commission, enfin le Parlement n'a pas adopté ça. Il y a à peu près un partage, un peu moins, de pour, de contre, et de pays qui ne veulent pas voter. Bon, ben, la Belgique est contre, la France est La France pour. est pour. Voilà. Ouais. Non, mais ouais, Mais effectivement. voilà, c'est ce que je voulais dire. Non, non, mais c'est bien. On va bientôt arrêter, je crois, non? Et voilà. On a un dernier sujet, parce qu'on a un petit peu le temps. Cette partie-là, tu as mis moins de temps, donc tant mieux. On peut parler d'un dernier sujet. J'aimerais qu'on parle justement un petit peu de géopolitique. Je sais que c'est des sujets aussi qui t'intéressent. Tu étais venu dans l'émission il y a 5-6 mois, je ne sais plus, et Trump n'avait pas encore été élu, ou alors c'était tout neuf. Et j'aimerais savoir un petit peu, que ce soit sur la partie évidemment liée aux crypto-monnaies, évidemment, mais aussi sur le reste de son action au niveau économique, les droits de douane, le rapport de force avec avec l'Union européenne au niveau commercial, ou même sur d'autres sujets qui t'intéressent. J'aimerais savoir, c'est quoi ton avis sur cette espèce de changement de paradigme auquel on est en train d'assister, sur les rapports de force, sur la manière de gérer les conflits, sur peut-être ce parallèle entre une Union européenne qui régule et une Amérique qui dérégule et plutôt pousse à l'innovation. Peut-être aussi ton avis sur l'essor des stablecoins qui poussait aux États-Unis contre une vision plutôt euro-numérique en Europe. Enfin voilà, peut-être de façon plus globale sur la situation géopolitique et numérique depuis ces 6 derniers mois, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, grosso modo. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Oui, c'est une très bonne question. Et j'ai déjà quand même pas mal réfléchi. J'avais, lors d'une des discussions précédentes, répondu un tout petit peu à cela, me semble-t-il. Mais en fait, la situation a bien changé et bien évolué, et pas nécessairement, de mon point de vue, je parle bien de moi, dans le bon sens. Alors, il y a une première réflexion. euh, Bitcoin, c'est une technologie, et plus évidemment, qui a été faite pour être décentralisée, qui a été faite pour euh, les individus, principalement. Je n'ai pas parlé de ça cette fois-ci, mais quand on voit toute l'histoire de Bitcoin et des antécédents, on voit bien que l'idée des cypherpunks et leur suite, c'était d'avoir une monnaie à eux indépendante des États. Et quand je dis indépendante, c'est totalement indépendant des États. Eh bien, ça, de mon point de vue, ça ne tourne pas dans le bon sens, parce que si maintenant les États-Unis, qui sont quand même, bah,
ils ont toujours quand même le dollar. Quoi qu'on en dise, le dollar est toujours dominant, même si cette domination est remise en cause par des pays comme la Chine, etc. Il faut quand même savoir que qui possède le plus de la dette de la Chine, des États-Unis, c'est la Chine. Donc, ils se tiennent un peu par la barbichette. Hein. Et donc, vous imaginez, on annule la dette, ou bien le dollar est par terre. Je ne crois pas que ça plairait beaucoup à la Chine. Donc voilà, donc ça c'est un peu la géopolitique, c'est que finalement aujourd'hui on a un Bitcoin qui devient, j'aime pas trop le mot, mais c'est quand même un peu ça, confisqué par un certain nombre de pays, enfin en tout cas une part. Et donc en fait, on a une évolution en deux parties. Il y a une partie des bitcoins qui sont possédés euh, par des pays ou des sociétés, des grandes sociétés aussi. Et puis, il y a des bitcoins qui sont possédés par des particuliers pour remplacer le dollar et l'or et avoir de la valeur stockée. Et puis, il y en a qui ont pas ça pour faire des paiements. Bon, vu le caractère de Bitcoin, c'est un mélange des genres qui n'est pas nécessairement idéal, pas prévu en tout cas au départ, et qui pourrait mal évoluer dans le sens que on pourrait avoir une espèce de Bitcoin officiel et un Bitcoin, je dirais, personnel sur la même infrastructure. C'est une évolution possible qui est dans l'ordre de ce qui est faisable maintenant. Et comme il n'y a aucune autorité, à moins que les mineurs ne se mettent ensemble pour contrer cela, ce qui m'étonnerait, le système va continuer à évoluer comme il évolue pour l'instant. Donc je suis perplexe. Je me dis peut-être qu'un jour il va y avoir deux bitcoins, comme je viens d'y faire allusion, mais je ne vois pas du tout comment ça pourrait se faire, ni comment ça pourrait tourner. Mais en tout cas, on est loin du projet initial. On était déjà loin du projet initial pour le minage d'aujourd'hui. Maintenant, on est loin du projet initial pour la possession des bitcoins. Ça fait quand même déjà deux changements. Certains pourraient dire dérives même. Voilà. Alors maintenant, sur le plan géopolitique plus général, je crois vraiment aussi, oui, comme on l'a dit, que ça va se jouer entre un certain nombre de pays. Bon, il y a des petits pays qui ont misé sur Bitcoin et ça leur a été favorable, mais je ne suis pas sûr que ça va leur être, ça va l'être longtemps dès le moment où les grands pays comme les États-Unis vont vraiment s'y mettre. Donc, on risque d'avoir une évolution je dirais, de récupération en quelque sorte, de remplacement aussi. Le dollar étant faible, le bitcoin étant fort, mais on voit bien qu'il y a d'autres points. L'or est en train aussi de rattraper cela. Donc, on risque d'avoir dans le futur un binôme, je dirais, bitcoin-or, qui n'était pas du tout prévu. Voilà. Je ne donne pas de solution, hein, je dis, je n'en ai pas. D'avoir ton avis. Je vais terminer par une question. Est-ce que du fait de ton expérience, est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire que tu as mal à ton Bitcoin par rapport à ce que tu vois de comment il est considéré, comment il est utilisé, comment il est perçu, comment il est adopté, ou est-ce que tu vois quand même des choses optimistes? J'en parlais mardi matin avec mon invité sur l'utilisation, alors pas tant de Bitcoin, mais de la blockchain dans les pays émergents notamment. Donc moi, je vois des choses dans lesquelles je suis hyper optimiste, mais est-ce que toi, tu as une vision, voilà, c'est quoi le mot de la fin en fait? Oui, non, je suis quand même pas totalement pessimiste, hein, tu as bien vu mon vocabulaire, mais je suis quand même un peu inquiet, effectivement.
Alors, il faut bien faire la part aussi, dans ce cadre géopolitique, entre Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies. La plupart des crypto-monnaies n'ont rien à voir avec ça. C'est des projets personnels ou de société pour essayer de gagner l'argent. Je n'ai pas dit tout le monde, hein, mais beaucoup. Et là, il est clair qu'il va y avoir un grand nettoyage dans pas très longtemps. Et peut-être même que Bitcoin va jouer en partie dans ce nettoyage sans l'avoir voulu. Ça, c'est une chose. Il y a un dernier point. On voit bien qu'il y a, par exemple, aussi l'euro numérique, le dollar numérique, etc. C'est lié. Et là, on voit bien comment, que l'idée de l'euro numérique, par exemple, qui serait centralisé, etc., ben, ça commence les gens commencent à réfléchir et ça déplaît fort à cause justement du caractère centralisé, du caractère éventuellement qu'on pourrait supprimer, filtrer, enfin bon, bref, aussi. Et là, je crois vraiment que le modèle de Bitcoin est un modèle, oui, et pour comparer, pour montrer ce que l'on peut faire par rapport à ceux qui imaginent un euro numérique centralisé, ce que, de mon point de vue en tout cas, tel quel, une horreur. Alors, un dernier point, dans ce cadre-là, il est clair que l'on va vers des paiements numériques de plus en plus nombreux, qu'il faudra bien imaginer une monnaie numérique et que là, il y a beaucoup de flottement et l'Europe en tant que telle n'a pas l'air d'avoir la bonne direction, la bonne imagination. La France, pas non plus beaucoup. Je parle de la structure, hein, je ne parle pas des gens. Hein. Et que donc on peut avoir quand même beaucoup de doutes sur l'évolution. Il y a quand même un sentiment général de volonté de leur part de centralisation, de contrôle, alors que le citoyen veut le contraire. Quoi. Donc il va y avoir des clashs, c'est absolument certain. Mais il faut d'abord aussi que les gens comprennent ce qui se passe. Donc, former les gens, avoir des discussions comme maintenant et d'autres, c'est extrêmement important. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Jean-Jacques, d'être passé ce matin. Encore une fois, on est entre la conférence, la masterclass et un échange formidable. Vraiment, je te remercierai jamais assez parce que je sais que tu es rare en émission et tu me fais le plaisir à chaque fois d'accepter mes invitations. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à Lille la semaine prochaine. Donc, ceux qui seront dans le coin pourront venir t'écouter. Malheureusement, je ne serai pas là. Je suis pas dispo. Mais en tout cas, voilà, ceux qui veulent venir t'écouter en vrai, rendez-vous à Lille. Merci d'être passé ce matin. Et puis, à très bientôt sur la chaîne. Voilà, merci beaucoup aussi pour l'accueil et désolé si j'ai été un tout petit peu trop technique parfois, mais je me suis peut-être trompé, j'ai cru qu'on avait peut-être des gens qui connaissaient un peu mieux le domaine et j'ai, Non, non, c'était si je clair. fais un exposé, j'ai fait ça pour ma commune il n'y a pas longtemps, je ne parle pas comme ça. Non, non, t'inquiète pas. Les gens qui nous écoutent, je pense, ont bien compris et les avis sont unanimes sur la clarté et la qualité de tes propos. Merci encore, Jean-Jacques. Je te libère et je te souhaite encore une fois Voilà, une merci, très bonne belle journée. continuation. À bientôt. Salut, Jean-Jacques. Et merci Au encore. revoir.